Vivek Badrinath, on vient d'évoquer donc tous ces acteurs, les Airbnb, les Expedia, Hotel.com, Liligo, etc. Je ne vais pas vous faire mal, je ne vais pas citer Booking.com, toute la liste, Booking.com, bien sûr. De quelle manière, vous déjà, on va partir d'un constat avant de voir justement, eh bien, quelle a été votre réponse récente, hein, on verra. Le constat de quelle manière, justement, tous ces acteurs, eh bien, ont grignoté quelque part votre chiffre d'affaires, votre part de marché. Racontez-nous déjà. Mais en fait, le secteur hôtelier, c'est un peu... Déjà, je remplace au pied levé mon patron qui devait venir. Sébastien Bazin. Sébastien Bazin, qui était invité, mais qui a dû accompagner le président de la République en Afrique pour un travail très hôtelier qui est de construire des hôtels. Donc, normal. Pour des choses importantes. C'est toujours un métier ça traditionnel encore, pour vous. Ça existe voilà, encore. c'est bien. Voilà. Il a coutume de dire que le secteur hôtelier, sur les 40 dernières années, est resté finalement assez passif, ou du moins les changements ont été exogènes au secteur. Première vague, les agences en ligne, qui certes étaient d'abord la transformation du métier de l'agence de voyage, avant tout, parce que les agences de voyage existaient avant les agences en ligne, et qui ont capturé cette activité. Et là, les acteurs hôteliers, très tardivement, ont essayé d'en fabriquer, mais ont plutôt été suiveurs. Deuxième grande vague, les agrégateurs comparateurs, TripAdvisor, Trivago. Là encore, sur l'avis client, comme les acteurs hôteliers étaient plutôt en défense d'une certaine asymétrie de l'information, ces sites-là n'étaient pas dans leur logique. Et je crois qu'ils ont donc laissé paraître des sites de comparaison de prix, des sites de comparaison de produits, de prestations, qui sont venus se mettre entre le client et le producteur. Troisième vague, le collaboratif d'une nature assez différente. Hein, et là, on parle d'Airbnb. Là, on parle plutôt, pour le coup, d'une disruption plus profonde, puisqu'elle va plus loin dans le modèle économique. Dans les deux premiers cas, le produit hôtelier est peu altéré. À la fin, qu'il s'agisse d'acheter une chambre d'hôtel sur Booking.com ou de comparer des chambres d'hôtel sur TripAdvisor, il y a une chambre, il y a un lit, il y a une douche, il y a un lieu, il y a un investissement physique, il y a une réception du service. Mais le produit n'est pas altéré. Ce qui est altéré, c'est finalement ce qui est en dehors de l'hôtel, en amont ou en aval du parcours client. Et les acteurs hôteliers ont été finalement relativement passifs. Et un bout de diagnostic, avec les limites que ça peut avoir, c'est de se dire, le secteur hôtelier a passé 40 ans à viser l'excellence sur ce qu'il considérait comme son produit, qui était le séjour. Le séjour, il commence au check-in, il se termine au check-out. Et si vous traitez bien, et de mieux en mieux, votre client entre le check-in et le check-out, rien de mal ne peut vraiment vous arriver, vous serez un excellent acteur hôtelier. Ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait qu'on mesure sa performance en RevPAR, c'est-à-dire le revenu par chambre, donc c'est le taux d'occupation et le prix moyen. Donc si un patron d'hôtel, il a appris depuis sa plus tendre enfance à l'école hôtelière à optimiser son RevPAR, et donc à veiller à faire en sorte qu'il y ait de l'occupation à remplir, et puis à bien gérer son prix pour s'adapter à du yield management, donc à vendre, à s'approcher d'une courbe d'offre et de demande. Bon. Et ces trois vagues-là, en fait, se sont situées en amont et en aval du parcours client. Donc le changement qu'on a opéré quand on est arrivé quand on a engagé cette réflexion avec Sébastien, en 2014, c'était de se dire, allez, on reprend le sujet, on va regarder la montagne sous un autre angle. Au lieu de la regarder par le RevPAR, par le séjour, par le check-in et le check-out, repartons du client. Le parcours client, l'expérience client, c'est-à-dire de penser au client avant qu'il fasse le check-in, et voir aussi, vous nous le direz, à quelle heure on peut faire ce check-in, parce que ça c'est intéressant, on avait des règles bien précises, hein, oui. 15 heures pour le check-in, 12 heures pour le check-out, et puis ensuite, après le check-out, qu'est-ce qu'on fait après? Simplement, juste pour répondre à ma question, de quelle manière vous avez pu être touché par ce Airbnb, par cette déferlante, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Marc Liduena de Deloitte, Hilton, qui a désormais moins de chambres que Airbnb. En Espagne, Airbnb qui est beaucoup plus, en tout cas plus nombreux en nombre de chambres que les hôteliers traditionnels. Vous, d'accord? Si vous prenez Airbnb, aujourd'hui, on est sur un secteur qui a encore une belle vitalité, dans beaucoup de géographies. On n'est pas encore, en toute sincérité, capable de chiffrer un impact économique direct d'Airbnb, mais on en voit les effets sur certains segments, à certaines périodes, sur certaines destinations. Quand on trace, on s'amuse maintenant, quand on visite un hôtel, à tracer non seulement les hôtels avoisinants, puisque les hôtels se comparaient à la fois en prix, en performance, en rating TripAdvisor, avec ce qu'ils considéraient comme leur échantillon comparable.
Un hôtel qui est quelque part, il prend les 4-5 hôtels de la même catégorie autour et il passe son temps à se comparer, à veiller à être bien positionné dans son micro-marché. À se challenger. À se challenger, c'est normal, c'est un bon outil de progrès. Hein. On trace maintenant sur la carte les logements Airbnb qui se trouvent dans ce même rayon de capture de clients. On est face à l'émergence de l'équivalent d'une nouvelle chaîne. Parce que, certes, on a énormément de logements sur Airbnb, mais tous ne sont pas loués 365 jours par an, parce que ce n'est pas forcément l'intention du loueur. Hein. Certains oui, mais la plupart non. Voilà. La plupart non. Probablement, et d'ailleurs c'est un commentaire en passant, c'est peut-être une des zones d'incertitude que j'ai quand je regarde Airbnb et son succès et beaucoup des forces qu'ils apportent au marché. Quand Airbnb devient simplement le moyen de louer des cellules de 23,5 mètres carrés, meublées Ikea, je n'ai rien contre Ikea, mais en tout cas de manière identique, pour assurer un revenu ou un profit par chambre qui soit un peu supérieur, on est peut-être, sa singularité s'efface. Hein, oui, Vivek, tout à l'heure, on a beaucoup parlé, peut-être un petit peu trop de Uber, concurrence déloyale ou pas, alors spécialement peut-être sur Uber Pop. Vous y voyez quelque part une concurrence déloyale, le fait que par exemple, c'est Airbnb, n'ait pas de foncier, n'ait pas de femme de ménage à payer, par exemple? Tant que c'est clair, c'est pas grave. Et de toute façon, je ne fais pas partie de ces Don Quichotte qui pensent que quelqu'un qui investit pour produire quelque chose peut se battre contre quelqu'un qui produit à coût marginal. La chambre du gamin au bout du couloir qui est libre parce qu'il est à l'université, je peux faire tous les efforts d'optimisation que je veux, je ne pourrai jamais économiquement me battre contre. Donc voilà. En revanche, quand un propriétaire prend une barre d'immeuble, équipe ça en chambre, met du mobilier standardisé et fait à peu près tout ce que fait un hôtelier sauf une réception 24/7, là vous ne m'empêcherez pas, et c'est normal, et c'est notre rôle vis-à-vis des hôteliers qui nous demandent, qui portent nos marques, de questionner le fait que certaines réglementations hôtelières doivent dans ce cas-là s'appliquer. Et c'est là-dessus qu'on est. Hein. Alors vous nous disiez donc Airbnb, ça ressemble un peu à une nouvelle enseigne hôtelière, voilà, un nouveau. En volume, c'est à peu près ça. Donc ça a l'impact d'un nouvel acteur sur un marché. Quoi. Un concurrent donc bien pour Accor Hotel. Accor, qui est devenu Accor Hotel. Pourquoi vous avez changé de nom alors, Vivek Badrinath? C'était pour épouser ce changement, répondre à cette déferlante? C'est un peu trois choses. Alors, première raison, une certaine nécessité. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on était très centré autour de nos marques. Les marques étaient le fer de lance. Et pour tout vous dire, Accor était connu des Échos et de la Tribune, ou de BFM Business, mais le grand public n'avait pas fondamentalement, pendant très longtemps, au moins jusqu'à 2007, 2008, 2009, l'émergence du club Accor Hotel, donc de la carte de fidélité multimarque. Jusqu'à cette date, le grand public, notre visiteur dans l'hôtel, n'avait pas de raison fondamentale de connaître le nom Accor. D'identifier. D'identifier. Ouais. C'est le nom d'une société qui s'exprimait face aux clients par des enseignes visibles dans les rues, visibles en publicité et visibles dans l'expérience. L'émergence... en fait, notre étude client nous a montré plusieurs choses. Et c'est ce qui nous a poussé à bouger. Hein. On s'est rendu compte d'une part qu'une distribution n'a de sens que si elle est large. Un site qui ne vend que du Novotel n'intéresse que des gens qui sont absolument certains d'aller dans du Novotel. Mais le choix hôtelier peut rentrer par le choix d'un hôtel, mais peut rentrer aussi beaucoup et très souvent par un choix de destination. Et dans ces cas-là, avoir un site multimarque, c'est ce qui a le plus de chances de répondre à l'attente du client. Donc on est allé naturellement vers la création d'un site, le club, accorhotel.com, qui est notre plateforme de réservation. Et on a regardé ce que faisaient nos clients. Et on a fait, en fait, quand on est passé d'une logique rêve-par, chambre, à cette logique de parcours client, on en a profité pour simuler, pas avec la même exhaustivité que dans d'autres secteurs, mais on a commencé à simuler une valeur client. C'est-à-dire qu'on a commencé à regarder la récurrence, combien de fois ils viennent, est-ce qu'ils viennent dans plusieurs hôtels, est-ce qu'ils viennent dans plusieurs marques. Et on a découvert quelque chose qui finalement est un changement par rapport aux 20 dernières années. Il y a 20 ans, une segmentation était relativement étanche. L'emblématique client Novotel, l'emblématique client Ibis, on pouvait en faire un portrait chinois. Aujourd'hui, 80% de nos clients sont multi-hôtels, et ça c'est ce qu'on voit en traitant la data, et 60% de nos clients sont multi-segments. Non pas seulement multimarque, c'est pas Novotel Mercure, deux marques mid-scale, c'est multi-segments, ce qui veut dire je vais au Sofitel quand je veux me faire plaisir, quand je pars en vacances,
ou parce que mon patron me le paye. Et à contrario, je vais dans un Ibis parce que je suis en mission dans une ville où l'Ibis est bien placé, ou encore je vais dans l'Ibis parce que je suis en vacances et que j'emmène la famille et que je vais être dehors tout le temps ou que ça m'arrange bien d'être à cet endroit. Donc le client est multimarque et donc l'émergence de la problématique multimarque fait que d'un seul coup, on est face à cette réalité. Si on n'a pas un nom multimarque à mettre face au client, on ne peut pas exister en tant que marque digitale. Donc accorhotel.com, marque digitale, accorhotel, nom du groupe. Et vous avez même fait au-delà, puisque maintenant on a les marques traditionnelles du groupe Accor, Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis. Vous avez agrégé d'autres marques, le Mama Shelter par exemple à Paris, bien sûr, de Serge Trigano. Oui. Et puis vous avez ouvert la plateforme, et ça c'est la nouveauté aussi de cette année 2015, cette réponse justement à Airbnb et les autres, aux hôteliers indépendants. Pour quelle raison justement, Vivek Badrinath? Alors pour le premier volet, la prise de participation que nous avons faite, on est minoritaire dans Mama Shelter, mais et du coup dans le cadre de ce partenariat ou de cette prise d'investissement, on commence à les aider à se développer à travers l'international avec notre réseau de développeurs hôteliers, et puis on les distribue sur notre plateforme. L'acquisition de Mama Shelter elle nous apporte en particulier des idées, une fraîcheur, un accès à un mode de réflexion, notamment sur le food and beverage, c'est-à-dire la restauration. Mama Shelter est très clairement dépositionné vers le haut par rapport à tout ce que nous pouvons faire en termes de restauration hôtelière, puisque c'est un restaurant avec, je dirais que la fonction restaurant, dans son modèle économique, pèse beaucoup plus lourd que la fonction hôtelière. Et là, on a des choses à apprendre, et on s'est dit, si on n'a pas une proximité réelle avec Mama Shelter, on ne sera pas capable d'innover aussi vite si on essaie de le fabriquer à la main chez nous. Pour les hôteliers indépendants? Pour les hôteliers indépendants, on a vu une fenêtre. On a perçu un besoin de la part des hôteliers indépendants de se voir distribuer. On a vu la croissance graduelle des taux de commission. On est impacté par celle-ci pour nous-mêmes. Et donc, on a une vraie démarche de reprise du pilotage de notre distribution. C'est-à-dire qu'on veut choisir on veut essayer de viser à ce que les clients que nous amène Booking Expedia soient plutôt des clients qu'on a du mal à toucher en direct et pas forcément ceux qui sont au plus près. On préférait qu'ils nous aident à chercher un peu plus loin que sous notre propre lampadaire. C'est le vrai sujet, il est là. Et donc, on n'est pas en opposition face à Booking Expedia, mais payer une commission très élevée pour un client de proximité ou avec lequel on est capable d'avoir un lien sur Internet par nos propres moyens, c'est gâché. Et donc, on veut être sûr de les utiliser là où ils nous apportent énormément, pour des clients internationaux, pour l'accès à des marchés qui sont plus lointains, etc. Pour l'hôtellerie indépendante, l'hôtellerie indépendante est confrontée à la même problématique, et à la limite d'une manière un peu plus forte, puisqu'elle est plus isolée, que sa capacité à déployer des flux sur le web est plus dure. On a une plateforme, accorhotel.com, qui a 170 millions de visiteurs. C'est un atout. Nos clients ont de plus en plus de mal à se convaincre que le premier endroit où regarder, c'est un site où il y a 3700 hôtels quand il y en a 500 000 sur une grande plateforme. A contrario, un insight client, un point de vue client qu'on a perçu par des études, des analyses et des échanges, c'est que l'hyperchoix en lui-même n'est pas un bien absolu. Et il y a la place pour une offre intermédiaire, sélectionnée. 80% de nos clients des clients sur ces sites ne vont pas au-delà de la page 2 de la recherche, même si elle est très longue. Et donc, avec une offre hôtelière sur une ville, sur une destination qui est raisonnablement construite, on est capable de répondre à une partie significative des besoins d'une partie significative des clients qui se tournent vers nous. Donc, intéressant pour le client et finalement pertinent dès lors qu'on ne cherche pas à singer un OTA. Notre but n'est pas celui-là. Il y a 2 très grands OTA, il y a des économies, il y a des rendements d'échelle croissants pour Booking et Expedia qui prennent 90% du marché. Le sujet n'est pas de les singer. En revanche, avoir une offre qu'un hôtelier endosse, en y apportant un regard d'hôtelier, en disant voilà, la note TripAdvisor que vous donnez à ces hôtels nous conduit à être confortable pour le mettre sur la plateforme. On pense, vu les attentes que les clients ont en termes de destination, que compléter notre offre avec ces hôtels-là, ça peut faire du bien. Ça, c'est intéressant. Pour l'hôtelier lui-même, notre promesse, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on pense qu'ils ont des attentes. Le taux de commission, donc on sera plus bas que d'autres. On sera plus bas que les acteurs établis. On apporte probablement une couverture moins large, donc ça m'étonnerait qu'ils débranchent Booking et Expedia pour autant. Mais si on peut apporter quelques chambres par nuit à un taux plus bas, c'est pertinent. Et l'autre point, c'est qu'on est absolument... c'est que sur la transmission du contact direct avec le client,
nous transmettons les adresses e-mail, les coordonnées, on ne se met pas au milieu. Et si l'hôtelier veut prendre contact directement avec le client dans le cadre de la préparation de son voyage, on n'a absolument aucune envie de se mettre en travers. Oui. Alors la réponse maintenant, puisque vous nous disiez tout à l'heure, avant, voilà, on assurait un service pour le client. Lorsqu'il était dans les murs de l'hôtel, on essayait, tant que faire se peut, que ça soit bien. Très bien, ok. Vous avez réfléchi, et une nouvelle stratégie donc autour justement de ce phénomène 2.0, où finalement, c'est plus le consommateur qui s'adapte à l'hôtel, c'est l'hôtelier qui va s'adapter au consommateur, qui va essayer de le capter bien avant le check-in, et qui va essayer de le garder aussi bien après le check-out. À quoi il ressemble cette expérience client, cette nouvelle expérience client, ce parcours client? C'est quoi votre métier d'hôtelier donc en 2015, grâce à justement tout ce qu'on s'est dit toute la matinée au travers de ces enjeux du e-commerce? Pour nous, on est vraiment dans cette problématique de couplage digital-physique. C'est un sujet dur, quoi. Enfin, c'est mettre du digital dans le lien physique parce que c'est quand même notre point d'accroche. On a le privilège, la chance d'avoir l'opportunité de meubler une expérience client en tout état de cause pendant les 24, 36, 48 heures pendant lesquelles il séjourne dans notre établissement. Le parcours client, on l'a utilisé pour construire notre plan digital et on y a mis un certain nombre de briques. Je vous en liste 3 ou 4, mais vraiment à la volée parce que, en plus, face à une salle d'experts, ça va vous parler tout de suite. Une appli dans un secteur comme l'hôtellerie, où notre interaction avec le client en moyenne n'est pas si fréquente que ça, c'est une gageure. On le sait, on est lucide. Faire en sorte qu'un client ait envie de nous confier 1 cm² de son smartphone, ben ça se gagne. Parce qu'on n'est pas un journal, parce qu'on n'est pas un transport en commun à l'usage quotidien, on n'est pas un réseau social qu'on consulte 4 fois par jour ou 4 fois par minute, on n'est qu'un hôtelier. Donc, la transformation de l'appli, ça veut dire mettre dans l'appli des choses utiles qui donnent envie au client d'être sur l'appli. Ce qui a un avantage, c'est qu'on démarre une relation qui est beaucoup plus univoque avec le client. Application unique. Application unique, et donc suppression des multiples applications de marque, parce que l'effet masse, c'est important, parce que si on veut augmenter son MAU sur DAU, eh ben, il ne faut pas que... si on veut que l'usage régulier se développe, ce n'est pas en se diluant sur plusieurs applis de marque qu'on va y arriver, et c'est en densifiant les usages. Donc, ce qu'on a annoncé au mois de juin, c'est l'insertion d'une application de presse, qui est un usage utile quand on est en voyage. Pour lire des quotidiens, des hebdomadaires. De son pays d'origine ou de son pays d'intérêt. On y met un compagnon de voyage, ce qui nous a conduit à acquérir une start-up l'an dernier qui s'appelle Wipolo, qui nous donne un outil qui permet de stocker les réservations de transport, les billets les réservations de location de voiture, et donc avoir une raison de regarder cet écran de temps en temps parce que c'est pratique pendant le voyage, parce que juste avant l'approche à l'hôtel, ça c'est une étape du parcours client qui est importante. Nous en avons profité pour y mettre tous les outils qui permettent de faire du check-in en ligne. Check-in en ligne qui pour nous est motivé par des sujets assez différents de l'aérien. Pour l'aérien, c'est du gain de place à l'aéroport, c'est du gain de temps de traitement, c'est beaucoup de choses comme ça. Pour nous, c'est surtout l'occasion de faire en sorte que le geste hôtelier fondateur, qui est l'accueil, le passage à la réception, la principale interaction dans beaucoup de cas, c'est le passage à la réception, ne soit pas le passage à la réception pour parler à un câble à l'arrière d'un écran d'ordinateur pour donner sa carte d'identité et sa carte de crédit. Quand il y a encore une réception, parce que de plus en plus, elles sautent ces réceptions. Il y a dans le lobby un homme, une femme, un employé qui vient justement à notre rencontre. Voilà, avec la clé prête à l'avance. Donc la transformation opérationnelle extrêmement forte, que nous avons déployée déjà sur 1250 hôtels, et on sera à 2500 à la fin de l'année, ça se passe très vite maintenant, mais qui conduit à changer l'organisation du travail à l'intérieur de l'hôtel. Mais qui permet aussi d'étaler le check-out, parce que sur le check-out, on envoie la facture par mail, ce qui veut dire qu'on n'a plus un embouteillage à 6h50 ou à 7h30 du matin à la sortie de l'hôtel. Donc des transformations qui apportent du bénéfice à l'employé, mais qui conduisent à devoir s'organiser dans le travail autrement, c'est-à-dire préparer les départs vers 11h, préparer les arrivées la veille, mais aussi regarder sur le CRM quelles sont les préférences du client, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on n'était pas là pour lui demander sa carte d'identité et sa carte de crédit, c'est l'occasion d'engager un dialogue de ce dialogue personnalisé, qui est celui qu'Airbnb nous rappelle, dont Airbnb nous rappelle qu'il crée de la valeur. Parce que dans les bonnes expériences Airbnb, une fois que la chambre est propre, que le lit est confortable et qu'on a trouvé la clé facilement, qui sont des fonctions hôtelières, ce qui ressort, c'est c'était joli et personnalisé, je me suis senti dépaysé, et les gens étaient sympas, et on a pu parler, ils m'ont donné des conseils pour aller voir des choses intéressantes. Métro, ils m'ont dit d'aller voir tel musée, etc. Et ils m'ont dit, voilà, le reste de la pizzeria là, elle est exceptionnelle.
ce travail-là, si on ne sort pas le volet administratif, procédural de l'accueil, on n'a pas le temps, la disponibilité et la capacité à vraiment enrichir cet échange sur qu'est-ce qu'il y a autour, en donnant des guides de voyage, en donnant des informations, en donnant des recommandations, en proposant des promotions, en ayant ce travail d'animation qui fait aussi partie de l'expérience. Le check-in, le check-out également, ça va être votre façon de vous distinguer aussi par rapport à des Airbnb, finalement, essayer de reprendre la main, de faire en sorte de pouvoir arriver peut-être plus tôt que l'heure traditionnelle de 15 heures. Le check-out, midi, c'est toujours parfois un peu contraignant, on a envie de garder la chambre parce que voilà, il y a un avion un petit peu plus tard dans l'après-midi. Ça aussi, vous êtes... Finalement, Airbnb et les autres, hein, vous en poussez, vous en donnez quand même un sacré coup derrière, non? Absolument. Ouais. Non, mais ils ont surtout... Je crois que ce qu'on a vécu, c'est le fait que la technologie a réexprimé, a fait ressortir des attentes clientes profondes et les a fait remonter en haut de la pile. C'est-à-dire qu'on était sur une pyramide d'attente par rapport au séjour loin de chez soi qui était les vrais classiques qui on s'entend, propreté, confort, sécurité, Wi-Fi, ça a moins de 100 ans, mais c'est à peu près ça. En gros, quand ces 4 cases-là sont cochées, tout va bien. Et on s'était un peu, je crois que le secteur hôtelier s'était un peu arrêté là. Endormi. Il était persuadé qu'en faisant de mieux en mieux ce qu'il faisait avant, cela contribuerait à continuer de couvrir les attentes. Mais les attentes que Airbnb exprime sont venues par ailleurs. C'est vraiment je crois que le message sur les marques standardisées et l'attente du client de sortir d'une standardisation à outrance des marques, il est venu de ce retour client qui est « je veux être dépaysé aussi dans mon séjour », mais qui honnêtement est la schizophrénie habituelle du voyageur, qui est qu'il veut retrouver un endroit où brancher sa prise de téléphone qui marche et qui est toujours au même endroit, mais par ailleurs il ne veut pas se sentir comme chez lui. Donc on nous a rappelé ce paradoxe et on nous l'a remis en face des yeux. Deuxième chose, ça nous a rappelé aussi des choses comme Airbnb vous permet de voir, gagne parce qu'il y a les photos. Les photos rendent crédibles et sûres et redonnent confiance, plus les photos, plus les avis, redonnent confiance dans un produit sans marque, qui est un produit où on va dormir chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et les photos, les avis rendent ce choix crédible. Ça nous a aussi réveillés sur le fait que faire des jolies photos, c'est super important. Et le fait que tout le monde note tout le monde, on en parlait tout à l'heure lors de la table ronde avec Raphaël Enthoven, François Montbois, Moati, Gilles Marcheteau, c'est un aiguillon supplémentaire? Alors nous, on ne note pas encore nos clients et je ne suis pas encore sûr qu'on soit... Je parlais déjà de la notation de l'hôtelier. C'est l'étape d'après. Vous direz si vous notez les clients. Alors très clairement, ça c'est un choix qu'on a fait assez tôt. Dès 2010, Accor, et donc Accor Hotel aujourd'hui, a fait figurer dans un raisonnement simplement pragmatique l'avis TripAdvisor sur son hôtel directement sur la page de résa. Donc, comme on sait que 70-80% des gens vont jeter un petit coup d'œil sur TripAdvisor avant ou après la réservation, autant leur mettre tout de suite sous les yeux, c'est plus pratique et on leur simplifie la vie. C'est nécessaire de nouer un partenariat comme ça avec TripAdvisor? Finalement, on ne peut pas faire sans? C'était un partenariat très léger. Enfin, je veux dire, c'est de l'échange d'infos, c'est du flux d'API. Ça leur a paru raisonnable. Je pense qu'à une époque, en 2010, ça a pu aider à contribuer à leur notoriété. Et nous, ça nous a aidé à faire quelque chose de simple, quoi. Et de toute façon, ils sont là. Le nombre d'avis par hôtel est maintenant statistiquement significatif. Je veux dire, si vous cherchez un avis sur un hôtel et que vous regardez sur TripAdvisor, sur la plupart de l'offre, en lisant les avis, vous allez vous faire une idée finalement assez raisonnablement juste de ce que vous allez trouver. Donc voilà, c'est un élément du marché. Le métier d'hôtelier, pour terminer, jusqu'à présent, c'est vrai que c'était gérer des murs, c'était accueillir des clients vaguement pour leur proposer une chambre, c'était après gérer une base client. Maintenant, on est au-delà, on répond évidemment aux consommateurs, beaucoup plus, aux touristes, aux voyageurs. Le métier a considérablement changé. Est-ce qu'il y aura toujours de la place pour des hôteliers traditionnels? Vous nous dites que oui ce matin chez Accor? Je pense qu'il y a la place pour des hôteliers traditionnels, mais leur métier évolue effectivement énormément, puisque leur seul but sur Terre n'est plus de faire en sorte que le client soit heureux entre midi et midi le lendemain. Il est effectivement de projeter leur hôtel. Je dis souvent, vous ne toléreriez pas que votre enseigne ou votre vitrine ou la grande vitre à l'entrée soit sale. Si vous avez des photos répugnantes sur Internet, vous faites 1 million de fois pire. Et donc, pour l'hôtelier, la projection de son produit, c'est un enjeu essentiel. Et puis, la réactivité à l'avis client, puisque la conversation maintenant elle est mondiale, c'est sur Twitter, c'est sur Facebook qu'un client raconte son séjour et son expérience, c'est aussi un enjeu majeur. Donc répondre aux avis, être en réaction, parfois adresser en direct le client et en tout cas réagir et améliorer son produit en profitant de ce bénéfice énorme
qui est qu'on a du temps réel. Un retour temps réel sur un produit traditionnel, pour un qualiticien, c'est le paradis. Et donc je crois que quand on le prend sous cet angle-là, c'est évidemment une chance pour nos hôteliers d'avoir tous les matins dans notre plateforme Voice of Guest les avis émis sur TripAdvisor, les tweets qui sont passés au sujet de leur hôtel sur Twitter, et puis les réponses aux sondages qu'on a fait auprès de nos clients et auxquels nos clients répondent énormément. Et bien voilà, donc on verra différemment donc, la prochaine fois qu'on rentrera dans un hôtel. Merci beaucoup Vivek Badrinath, donc directeur général adjoint du groupe Accor Hôtel.